Salut à tous. Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le château de Guédelon. Donc, c'est un château médiéval qui a été construit de nos jours, avec les techniques de l'époque. Allez, je vous montre tout ça. Alors pour commencer, j'insiste bien que ce château est en construction. Donc c'est un château neuf des temps modernes qui s'est inspiré des canons architecturaux de Philippe Auguste, le roi bâtisseur. La construction de ce château est d'ailleurs financée grâce à l'entrée des visiteurs. Et les travaux ont démarré en 1997. Au tout début, il y avait seulement une dizaine d'ouvriers qui commençaient les travaux. Guédelon est avant tout un chantier d'archéologie expérimentale où il faut construire pour comprendre. Et c'est en 1998 que Guédelon ouvre ses portes au public. Dans ce château, on vous présente tout type de métier, comme le rendez-vous des maçons sur la place du château, ainsi que le chroniqueur du château qui vous expliquera ce chantier. Nous avons aussi les herboristes, les tuiliers et potiers, et bien sûr, tout a été réalisé avec leur technique ancestrale. Les tailleurs de pierre, qui m'ont d'ailleurs appris pas mal de choses sur le marbre, le calcaire marbrier et tout ce qu'on peut retrouver en Bourgogne. Je peux d'ailleurs prendre un moment pour vous expliquer qu'il y a trois familles de pierres, et pas qu'en Bourgogne bien sûr. Tout d'abord, nous avons les roches sédimentaires, comme le calcaire et le grès, et ce sont des couches de sédimentation qui se sont accumulées. La deuxième famille, ce sont les roches magmatiques, donc ça se passe tout au fond de la Terre, après peut-être pas tout au fond de la Terre, mais assez profond, là où la roche peut être en fusion et devenir liquide. À ce moment-là, on va avoir quelque chose de très homogène, ça va remonter à la surface très lentement. Donc ça, c'est le granit. Ou alors, ça va sortir des volcans, donc ça, c'est le magma. Là, par contre, ça va pas avoir le temps de se cristalliser. Donc ça va être en soi homogène, mais avec beaucoup d'air, beaucoup de trous, et ça va être une pierre très légère, et donc une roche volcanique. En fait, c'est une pierre qui se fige tout de suite, et l'air rentre à l'intérieur. Et il y en a une un peu entre deux, et cette catégorie de roche, bien, c'est la roche métamorphique. Donc c'est une pierre qui a subi la pression de la température, mais pas assez pour que ça soit complètement liquide. Et en fait, ça a juste changé d'état. Voilà, donc ça c'était pour le métier des tailleurs de pierre. Après, vous en avez d'autres, comme le métier de forgeron, avec ses techniques ancestrales. Les menuisiers, qui se trouvent dans la cour du château, mais aussi un peu à l'extérieur, en direction du moulin hydraulique. Les vannières, par exemple, pour la fabrication des paniers. L'atelier des couleurs, avec les teinturières et les peintres. Les charpentiers, juste à côté des herboristes. Et voici également leur atelier. Le métier de cordier. Alors le cordier servait à fabriquer des cordes à partir de différents textiles. Le chanvre était le matériau le plus souvent utilisé car il était solide et durable. Les carriers, et chaque pierre du château est prise ici afin de limiter les transports puisqu'elles sont juste à côté du château. Nous avons aussi les charrons qui utilisaient le bois et le fer pour construire et réparer des véhicules attelés. Allez, à présent je vous montre chaque recoin de ce château. Allez, on y va. Tout d'abord, je vous montre la globalité du château, avec quelques employés qui sont là, juste en bas, et tout ça pour vous mener au pont dormant. Donc ce pont est construit entièrement en bois, sans aucun élément métallique, ni de clous, ni d'agrafes. Là, nous avons ce que l'on appelle la porte entre deux tours.
En fait, il s'agit de l'entrée principale du château, et sous les arcs se trouve un système de défense assommoir pour jeter des projectiles sur les assaillants. Et c'est aussi ici que les archers se retrouvent pour tirer sur l'ennemi. Allez, on se retrouve dans la cour du château. Et ce que nous voyons en face de nous, eh bien, c'est le logis seigneurial. Là où se trouve au rez-de-chaussée la cuisine et le cellier. Et j'en profite pour vous montrer cette superbe toiture. Regardez comme ça a été parfaitement réalisé, avec ces belles poutres apparentes. Au premier étage, il y a une chambre, mais bon, pour le moment, nous n'avons pas le droit d'y aller. D'ailleurs, dès que l'on peut voir ce logo-ci, vous pouvez entrer. Donc là, je vous le montre un peu plus en détail. Donc c'est un château vert sur fond blanc. Et cela veut dire que la pièce est terminée et visitable. Par contre, bien évidemment, lorsque l'on a un château rouge, c'est complètement interdit aux visiteurs. Et un château orange, ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il peut y avoir des transports de matériaux ou des chemins accidentés. Mais vous pouvez y aller. Là, par exemple, c'est bien. Et vous pouvez voir aussi que la porte est très bien réalisée. Et là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la grande salle, qui est appelée Aula. C'est la salle publique du château. Elle sert aux fonctions de représentation du seigneur, où ce dernier exerce la justice et engage des chevaliers à son service. La Aula est une salle polyvalente qui sert tantôt de tribunal, tantôt de salle des fêtes, où se déroulent des cérémonies d'hommage des vassaux, les actes et donations et les banquets. Elle peut aussi servir de dortoir. Juste en face de nous, vous avez la cage à écureuil. En fait, il s'agit de l'ancêtre de notre grue moderne. Cette cage permet de hisser jusqu'à 500 kg de matériaux. En fait, avec la force d'une seule personne qui se trouvera au milieu de la roue, on pourra alors monter des matériaux, et cela jusqu'à 500 kg. Et bien sûr, c'est assez impressionnant. Tiens, bah voilà justement nos matériaux qui arrivent. Je vous remontre à nouveau un peu cette porte. Vous voyez tout ce qui a été réalisé sur la porte? Eh bien ça a été réalisé à Guédelon. Toutes les finitions, les petits ornements que l'on a, ça devait prendre pas mal de temps quand même. Ici, nous nous trouvons dans la tour de la chapelle. Au sous-sol, nous avons la réserve d'eau. Au rez-de-chaussée, la salle de tir. Son couloir a d'ailleurs une entrée d'une longueur de 3,15 m, ce qui correspond à l'épaisseur du mur. Et le diamètre intérieur de la salle est de 6 mètres. Réalisée en 2005, cette salle est couverte d'une voûte d'ogive à 6 branches reposant sur des culots. Les versoirs, des culots et la clé ont été taillés en grès fuligineux. Là, ce que je vais vous montrer, ce sont les latrines. Et c'est ce qui désigne les toilettes au Moyen-Âge. Elles pouvaient être utilisées soit directement, soit en vidant dedans les seaux de chambre. Bien sûr, fallait pas être dessous lors de son utilisation. Et enfin, la chapelle, qui a commencé à être réalisée en 2014. Cette salle est d'ailleurs le lieu de convergence de tous les savoir-faire présents à Guédelon. Les maçons ont élevé les murs circulaires de la tour et ont implanté la fenêtre à remplage et les 3 fenêtres en lancette. Les enluminures et comptes de chantier montrent que les fenêtres des châteaux du XIIIe siècle sont faits de cadres en bois couverts par une protection translucide. Ce passage est couvert et permanent et il se situe vers le cellier ou encore la tour de la chapelle. Et cette sortie discrète se nomme la poterne. Et en fait, lors d'une invasion, vous pouvez vous retrouver facilement à l'extérieur du château. En gros, c'est un passage pour évacuer le château en cas d'attaque. Dans la cour du château, nous pouvons aussi étudier des cours de géométrie, où il est dessiné des arcs romans et gothiques de l'architecture du château. Je vous montre maintenant une des 2 tours qui se trouve au niveau de l'entrée principale. Et pour ce qui est de l'autre tour, donc de l'autre côté, c'est exactement la même. D'ailleurs, elles sont toutes les 2 appelées les tours jumelles.
Juste en face de nous se trouve la tour maîtresse, avec au sous-sol des caves, au rez-de-chaussée une salle de tir, et au premier étage une chambre seigneuriale, qui est d'ailleurs en cours de construction. On va maintenant monter ces escaliers pour se rendre à la tour du pigeonnier. Du coup, on va prendre un peu de hauteur et c'est ce qui va nous permettre d'admirer la carrière, où travaillent bien sûr les carriers. Je vous remontre encore la tour de la chapelle, le logis seigneurial, et donc la tour du pigeonnier juste en face. Là où vous pouvez voir quelques personnes en train de prendre des photos, juste en dessous de leurs pieds se trouve la partie du mur qui s'appelle les courtines, là où pouvaient s'effectuer des chemins de ronde. Et donc là maintenant, je me trouve dans la tour du pigeonnier, où se trouve au rez-de-chaussée la salle de tir, au premier étage le pigeonnier, et au deuxième étage le niveau de défense crénelé. Pour information, cette tour est couverte en travaillons. Ce sont des tuiles de bois, et cela depuis 2023. Juste en face, vous avez la galerie en bois. Donc c'est ce qui permet aux gardes de relayer les chemins de ronde sans traverser la chapelle réservée au seigneur et ses proches. En bas de la tour, vous avez les escarpes. Donc c'est une base légèrement inclinée des murs qui permettent aux projectiles lancés du haut de rebondir sur l'ennemi. Face à la tour du pigeonnier, et donc juste là ici, nous avons la tour de flanquement qui est en construction. Et maintenant, on va se rendre à ce que l'on appelle la porte du village, avec sa passerelle piétonne équipée d'un pont-levis. Et comme son nom l'indique, c'est ce qui va nous mener au village. Du coup, on va sortir du château. Voilà, donc là nous nous trouvons dans le potager. Il est aussi appelé courtil, et on y trouve des légumes, pois, fèves, lentilles, des herbes à porer, comme la blette, l'ache, la bourrache, la roche, le pourpier, les laitues, les choux et les poireaux, ainsi que quelques racines comme le chervi, le panais et la carotte. Bien sûr, lorsque j'y suis allé, c'était au printemps, donc tout n'a pas encore poussé. Au Moyen-Âge, il existait un plat quotidien qui était appelé la porée. En fait, c'est une soupe épaisse de feuilles cuites au chaudron sur la braise. À Guédelon, nous avons aussi quelques moutons. En fait, le mouton était surtout élevé pour sa laine. C'est aussi un animal très rustique et au Moyen-Âge, ils se servaient de leur peau pour la réalisation des parchemins. Les moutons étaient à l'époque tondus à l'aide de tondeuses manuelles appelées ciseaux à lame. Les plantes aromatiques et condimentaires sont très répandues et utilisées. Aneth, fenouil, basilic, pimprenelle, mélisse, etc. Et ces plantes étaient aussi bien utilisées en cuisine que pour les soins. Les poteries font partie de la vie quotidienne au Moyen-Âge, et particulièrement ici, où le sol est très riche en matières premières comme l'argile. Pendant toute la durée de la construction du château, les charpentiers vont également élaborer ingénieusement des échafaudages évolutifs, démontables et réutilisables. Ils assemblent également les engins de levage, comme les poulies, les treuils, les chèvres, les cages à écureuils, etc. Les charpentiers réalisent l'ensemble du petit matériel nécessaire au bon déroulement du chantier. Les brouettes, les gommates pour le mortier, les règles, les archipendules, les piges, les compas, et j'en passe. Les charpentiers abattent des arbres au coin et à la hache, et principalement ils utilisent du chêne. D'ailleurs, une fois l'arbre abattu, ils l'équarrisent rapidement pendant que le bois est vert, facilitant ainsi le travail à la hache et à la doloire. Et en fait, l'équarrissage consiste à rendre carré un tronc d'arbre en retirant l'écorce et une partie de loubier pour former poutres, chevrons et solives. Pour information, ce que vous pouvez voir sur les images, c'est le meunier, un moulin hydraulique qui se situe à 500 mètres du village. Là, vous pouvez voir un four à poutres
et le four à tuiles juste à côté. Ici, les tuiliers moulent et cuisent toutes les tuiles et carreaux de pavement du château. Et pour cela, ils utilisent l'argile qui est extraite du sol du chantier. Cette argile est foulée, nettoyée, battue, puis moulée. Les tuiliers disposent de plusieurs tailles de moules selon les différentes utilisations dans le château. Une fois sèches, les tuiles sont mises à sécher durant plusieurs jours dans des claies. Et 2-3 fois par saison, les tuiliers cuisent leurs tuiles et carreaux de pavement sous vos yeux. Je peux vous montrer aussi un jeu de dames du Moyen-Âge et un autre jeu qui est fabriqué ici. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous parler un peu plus du métier de cordier. Donc ici, les cordiers tressent le chanvre et le lin pour former les cordages du chantier. Le cordier assure la fabrication de cordes pour le quotidien du chantier. Il réalise des torches, des gros cordages tressés qui sont indispensables aux tailleurs de pierre pour protéger la pierre durant la taille et les transports. Ici, nous avons les vannières Treslosier pour fabriquer les paniers du chantier. Les vannières réalisent notamment ces solides paniers plats à anse, appelés les mannes. Ces paniers sont moins lourds que des seaux en bois, ce qui permet de pouvoir transporter plusieurs kilos de mortier. Et c'est à cause de la chaux contenue dans le mortier, qui est très corrosif, et donc il faut très souvent réparer et les refaire. Et pour cela, les vannières utilisent généralement du jeune noisetier, ou encore même de l'osier, qui leur servira pour tresser des volets pour les ateliers, des clôtures, des étuis protecteurs pour les cours d'engrais, des nichoirs et des ruches. Pour vous parler un peu des maçons, ils sont très souvent représentés sur les miniatures médiévales en train de travailler sur les murs en élévation avec les 3 outils indispensables à leur métier, la truelle, le fil à plomb et l'archipendule. Souvent moins adulés que d'autres métiers, les maçons ne se contentent pas de poser des pierres les unes sur les autres. Les maçons maîtrisent l'assemblage d'ouvrages sophistiqués en pierre taillée. Le montage d'une voûte demande une mise en œuvre complexe. Les maçons savent poser chaque pierre afin que les charges de la voûte se répartissent équitablement. Pour ce qui est du métier de carrier, cela nécessite un sens développé de l'observation pour pouvoir extraire des blocs de bonne qualité sans s'épuiser à la tâche. Il faut parfois plusieurs années pour savoir lire la pierre. À l'atelier des couleurs et donc à partir du sol de Guédelon, il est extrait une quinzaine de couleurs. Par exemple, certaines pierres donnent de l'ocre jaune et lorsqu'elles sont chauffées à haute température, cet ocre devient rouge. Et un dernier exemple, avec le charbon de bois mélangé à la chaux, cela devient un bleu grisé. Et toujours dans cet atelier, on teint la laine à partir de végétaux. Et ça, c'est le travail de la teinturière. Je peux vous dire aussi que la cuisson de la laine dans ces bains de teinture permet de fixer la couleur. Pour les forgerons, je peux vous dire en plus, non seulement qu'ils fabriquent et réparent les outils usés, broches, ciseaux, chasses, mais qu'ils sont en contact aussi permanent avec le maître d'œuvre. Les forgerons assurent aussi la fabrication de clous, gonds, pentures de portes, grilles, ainsi que toutes les ferronneries ouvragées des portes. Il y a un autre métier que je ne vous ai pas parlé, c'est celui des gâcheurs. Les gâcheurs, ce sont ceux qui préparent les mortiers et qui vont permettre de sceller les pierres entre elles. Le mortier est composé de chaux aérienne, de sable et d'eau. Les gâcheurs travaillent à plusieurs sur une aire de gâchage. C'est un plancher en bois sur lequel ils vont mélanger à l'aide de houes à gâcher les différents ingrédients. Voici une maquette du château de Guédelon, une fois qu'il sera terminé normalement en 2029. Et ici, on y compte plus de 70 salariés. On y retrouve des CDI et des saisonniers qui accueillent chaque saison un peu plus de 300 000 visiteurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je suis un fan du château de Guédelon. J'admire tout ce qu'ils font. Et comme vous avez pu le remarquer sur ma chaîne, je partage souvent des explorations liées à des châteaux, ainsi que quelques autres explorations à l'étranger ou en France. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me laisser un pouce si vous avez aimé. Allez, à bientôt!